la parole à Laurent Pichot et Fanny Chaillet. Laurent Pichot qui est chorégraphe, Fanny Chaillet chorégraphe et metteuse en scène, et qui viennent tous les deux nous parler de leur projet. Alors pour Laurent, le sapé à la jumelle, qu'on a déjà évoqué plusieurs fois ce matin, et pour Fanny, le Mont-Cenis. Alors vous allez voir qu'au premier abord, leur projet présente un certain nombre de similitudes qui peuvent être frappantes. Déjà, c'est des projets qui ont été l'un comme l'autre, ils nous expliqueront ça bien mieux que moi, mais conçus dans le cadre des associations que Fanny et Laurent ont l'un et l'autre avec des institutions. Alors, l'espace Malraux à Chambéry pour Fanny et le CCN2 pour Laurent ici à Grenoble, des institutions qui ont pour spécificité de rayonner en partie sur des territoires montagneux. Et donc là, on a affaire à deux projets qui se situent en montagne, donc en Chartreuse pour Laurent, et en Haute-Maurienne, entre France et Italie, au Mont-Cenis, pour Fanny. Ces deux projets ont suscité la création d'audioguides, et c'est bien ainsi que vous les désignez. Des audioguides, donc ils sont destinés à accompagner l'expérience sur site du spectateur, de l'auditeur, du promeneur, on verra comment on peut les désigner. Et il faut préciser aussi que dans les deux cas, les propositions sont des propositions artistiques qui ne sont pas spectaculaires. Elles ne mettent pas en jeu des interprètes, mais reposent tout entière sur la rencontre entre le spectateur, le site et la création sonore. Alors après, quand on regarde les choses d'un petit peu plus près, on voit qu'il y a quand même des différences significatives, à commencer par le fait que Laurent a conçu son audioguide pour accompagner une randonnée sonore. Donc c'est vraiment une proposition pour marcheurs, pour corps en marche, dont la dramaturgie s'est construite en lien avec l'élaboration d'un trajet. Dans le cas du Mont-Cenis, la création, c'est a priori l'audioguide, et seulement lui. C'est une proposition qui n'exclut pas, j'imagine, la déambulation, mais qui appelle a priori plutôt une écoute statique, et qui peut même donner lieu à une écoute hors site, puisque la proposition est disponible en libre écoute en ligne. Alors peut-être pour commencer, je vais vous proposer de contextualiser les choses, de nous expliquer un petit peu comment ces créations s'inscrivent dans vos trajectoires d'artistes, et puis aussi comment elles s'articulent au projet des établissements auxquels vous êtes associés, qui vous ont accompagné dans ces créations. Donc à chaque fois, je vais lancer mes questions comme ça, je vais vous laisser voir qui le 3. Je commence. Donc oui, effectivement, alors je ne suis pas du tout une spécialiste de l'audioguide, et c'est mon premier audioguide, et peut-être le dernier. En fait, il est vraiment né, cet audioguide, de mon histoire avec la Scène nationale de Chambéry, c'est-à-dire que le théâtre à Chambéry s'est retrouvé hors les murs pendant un certain nombre d'années pour cause de travaux. Et Marie Fabreau, qui en est la directrice, m'a alors sollicité à l'endroit de l'invention de projet, si j'en avais envie, je tiens à préciser. Il se trouve qu'à l'époque, elle venait monter un projet européen avec l'Italie, et elle engageait un nouveau festival qui s'appelait Andiamo, où elle m'a dit, voilà, réfléchis à, est-ce que tu as une idée pour faire un projet dans un paysage que tu choisis, montagne, refuge, etc. Donc il se trouve que moi, je viens pas du tout de la montagne, c'est pas du tout un paysage que je connais. Je rebondis ce midi, j'ai une discussion là-dessus, mais je viens vraiment de la mer, et la montagne m'angoisse beaucoup. Même si depuis que je suis à Chambéry, ça fait 7 ans maintenant, je m'y habitue et je commence à l'aimer, mais enfin, c'est pas un paysage simple pour moi, et je connais peu, en définitive. Et puis par ailleurs, alors je fais plutôt des pièces pour les théâtres en général, donc chorégraphie ou mise en scène qui situe dans les théâtres, mais néanmoins, depuis le début de mon travail, je fabrique des pièces pour un an dehors. Alors parfois, ça peut être, voilà, j'ai fait des pièces pour les salles de rock, pour les galeries d'art contemporain, pour les bibliothèques, etc. Donc en tout cas, j'aime le fait de sortir de la boîte noire, voilà, pour faire d'autres projets. L'extérieur, pour moi, c'est un peu plus compliqué. J'ai fait déjà des pièces, j'ai fait notamment une pièce pour une île qui s'appelle Amérique, et j'ai trouvé ça toujours très compliqué de m'inclure, en tous les cas d'inclure ma pratique de mise en scène ou de chorégraphe dans un paysage, parce que je trouve que le rapport d'échelle, en tout cas moi j'avais la sensation que le rapport d'échelle me battait un peu à l'avance, c'est-à-dire que je trouvais ça très difficile physiquement de me situer dans un paysage,
Et là, quand je me suis baladée aux alentours de Chambéry, je voyais bien que là encore, j'étais confrontée à des espaces tellement vertigineux, tellement grands, par rapport à mon échelle, que je ne voyais pas bien comment moi, physiquement, j'allais pouvoir évoluer ou faire évoluer des gens dans un paysage. Il se trouve que je connaissais, peut-être juste m'arrête là et je te laisse la parole, parce qu'après je vais commencer à... Bon, et ben ok, alors vas-y, mais tu gardes bien en tête ce que tu voulais nous dire. Oui. Oui, le contexte. C'est un projet qui répond à un contexte, et même à plusieurs contextes. Je suis en effet artiste associé au CCN de Grenoble, et complètement cette association se fonde sur un projet qui s'appelle En Jumelles, qui traite de la question du jumelage entre les villes et les paysages. Et parmi ce projet générique, l'idée c'était que suivant les partenariats qui existaient déjà avec le CCN, avec des territoires donnés, je pouvais répondre par des formats de projets très différents. Donc pour moi aussi c'est le premier audio-guide que j'ai fait. C'est peut-être aussi le dernier, j'en sais rien. Et ça répond donc à un contexte qui est à la fois, j'ai envie de dire, paysager, à savoir on devait faire, là c'est toute l'histoire du Covid, je ne vous la refais pas, mais on voulait faire un projet en alpage, sur jumeler des alpages ou jumeler écologiquement des objets en train de disparaître. On voulait jumeler un glacier avec une ruche, etc. On voulait jouer du jumelage poétiquement comme ça. Donc il y avait l'idée de l'alpage, et puis il y avait aussi une proposition plus pédagogique avec le lycée Argouges, et en particulier un diplôme qui s'appelle le DM Made, qui associe des graphistes et des stylistes, mode et graphisme. Et donc tout ça mélangé a fait qu'on se retrouve avec, in fine, un projet qui est en effet un audio-guide, mais c'est un mot que j'emploie pas beaucoup. Je dirais pourquoi, en fait, je m'appuie sur ça, mais c'est pas vraiment un mot qui m'intéresserait chorégraphiquement parlant. Donc on se retrouve avec une randonnée en effet accompagnée sonorement, et un objet aussi qui est tout aussi indispensable à la randonnée, qui est la carte nécessaire pour faire cette randonnée. Et c'est aussi un contexte de rencontre avec des collaborateurs anciens ou nouveaux, à savoir quelqu'un qui s'appelle Yannick Guédon, qui vient du milieu du son, avec qui est aussi un performeur avec qui je travaillais, et par le passé, et Nicolas Lelièvre, qui est là, qui est un artiste plasticien, et on s'est rencontrés autour de tout ça. C'est la rencontre de plein de contextes, et le soin de faire un projet par les contextes, qui nous a fait inventer ce format-là, qu'on va appeler in fine audio-guide, mais plutôt comme une accroche pour faire une forme de contrat avec les randonneurs qui seraient susceptibles de faire cette randonnée, plutôt que de s'inscrire dans une histoire des audioguides ou dans une pensée de l'audioguide. Alors, pratique contextuelle, tu le disais, ce qui nécessite de passer du temps sur site. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ces conditions d'immersion? Combien de temps vous avez passé sur site, et aussi dans quelle mesure le site est venu informer la proposition que vous avez élaborée ensuite? Alors moi, c'est un territoire que je connais bien, parce que je suis depuis 7 ans à Chambéry, donc je me suis beaucoup baladée, et par ailleurs, j'ai tourné déjà des projets, notamment un projet qui s'appelle la bibliothèque, qui est un projet où je fabrique des récits avec des gens, qui est une bibliothèque vivante en fait, où je travaille à l'élaboration de récits à partir d'histoires que les gens me donnent, d'eux, et je travaille avec eux pour qu'ils puissent fabriquer un récit à partir de leur propre histoire. Et c'est un projet qui se passe que dans les bibliothèques. Donc vous, en tant que spectateur, vous êtes accueillis par un catalogue, vous choisissez sur le catalogue un récit, sur un titre, et puis on vous emmène à une table dans la bibliothèque, et une personne vient vous raconter son récit pendant 20 minutes. Donc ça, par exemple, je l'ai beaucoup fait dans plein de bibliothèques, de plein d'endroits du territoire. Donc je connais quand même bien, et la Maurienne, la Haute-Maurienne et ça. Donc je me suis quand même beaucoup baladée en allant dans les bibliothèques des villes et des villages autour de Chambéry. Et je raconte ça parce que j'ai aussi... c'est aussi comme ça qu'est né l'audio-guide, c'est-à-dire c'est cette question de récit qui m'a intéressée, parce que ce qui était compliqué pour moi, pour m'être rebaladée au moment où je me suis dit, tiens, quel projet je pourrais fabriquer dans le cadre de Mangamo, etc., c'est que, par exemple, j'ai eu plein d'idées différentes. Je voulais faire un jeu pour les refuges, fabriquer un jeu pour les refuges, j'ai eu plein d'idées, et en fait, c'est cette question du récit qui m'a rattrapée, et je ne réponds pas du tout à ta question, je me suis un peu perdue. Si, mais c'est bien, ça nous permet de comprendre pourquoi tu es arrivé à l'audio-guide. Voilà, et c'est par le récit que je suis arrivée à l'audio-guide en fait. Et moi, contrairement à Laurent, peut-être,
c'est pas que je revendique le mot d'audioguide, parce que par exemple, tout ce que j'ai entendu ce matin, je savais pas que ça existait, tout ça, et je trouvais ça génial, mais je me suis jamais dit que je m'inscrivais dans une histoire spécifique, artistiquement en tous les cas. Mais par contre, la question de récit, d'écoute, est quelque chose qui m'intéresse. Par ailleurs, j'aime beaucoup le casque, c'est quelque chose qui m'apaise beaucoup. Enfin, c'est comme, je ne suis pas particulièrement schizophrène, mais ceci dit, j'ai beaucoup de voix qui me traversent et que le casque me permet d'arrêter d'être traversé par ces voix. Donc c'est quelque chose que j'aime, mais comme quelque chose qui me permet de me connecter à quelque chose d'intime en fait. Donc je revendique ce truc d'audioguide parce que le casque m'apaise. Donc voilà, je mélange un peu tout ça, mais il y avait la question du récit. Sur la question du site, comment il est venu, parce que du coup tu te retrouves au Mont-Cenis, et comment c'est venu informer. Alors c'était un projet franco-italien, donc l'endroit de la frontière m'intéressait. Donc j'ai cherché plutôt des endroits de frontière. Il se trouve que je connaissais le Mont-Cenis parce que ce nom, je l'ai toujours trouvé magique, et à chaque fois j'ai voulu aller voir le Mont-Cenis. Et puis le jour où j'ai voulu y aller, j'y suis allée. En fait, moi, le Mont-Cenis, je m'attendais à une grande montagne avec un truc incroyable et ça. Et en fait, pas du tout. Il n'y a pas de nom, il n'y a rien. On monte, et puis il y a un immense lac avec un barrage énorme. Et en fait, c'est de l'eau. Et comme je vous le disais, comme j'ai un gros problème avec la montagne, là, j'ai retrouvé une mer possible, en tous les cas. Enfin, non, ça va devenir psychanalytique, mon truc, mais enfin, en tous les cas, un truc apaisant pour moi. Et donc, j'ai adoré cet endroit-là. Sauf que quand j'en ai discuté avec les gens, ils m'ont dit « Mais est-ce que tu connais l'histoire de ce lieu, etc. » Non, évidemment, je ne la connaissais pas. Je venais de faire une bibliothèque à Lens-le-Bourg, qui est un village qui est juste en bas. Et la bibliothécaire m'a dit « Mais je vais te raconter l'histoire de ce lieu parce que c'est dingue. » En fait, ce lieu, pour construire ce barrage, EDF-GDF a englouti tout un village. Et en fait, il y a des gens qui ont été expropriés dans les années 60 pour qu'on fabrique ce barrage. Et donc en fait, ce paysage qui est devenu un lac magnifique, bleu ciel, avec des pâturages tout autour, des fleurs, des vaches, etc., a été historiquement un désastre pour les gens qui vivaient là. Puisqu'ils ont tout perdu. Sauf qu'ils ont participé même à la destruction de leur environnement, parce que comme ils n'avaient pas d'argent, etc., ils ont participé à la fabrication de ce barrage, en fait, la plupart. Et on leur a payé des logements, on a fabriqué des immeubles dans le village, etc., pour les reloger, enfin voilà. Et donc je me suis dit, ça c'est quand même dingue, c'est cet endroit qui moi m'apaise, dans lequel je suis merveilleusement bien, a sous lui, a englouti en tous les cas, la vie de plein de gens en fait. Et donc j'ai recherché ces gens, et c'est en les interviewant et à partir de récits qu'ils ont bien voulu me raconter, que j'ai monté cette audioguide en fait. C'est-à-dire que j'ai recueilli leurs paroles, ils m'ont raconté la vie qu'ils avaient eue avant le barrage, sous ce lac en fait. Et donc là où ils vivaient, ce qu'ils disaient, etc. Donc c'est des gens qui ont un certain âge aujourd'hui évidemment. Désenfouir ce qu'on ne peut pas voir. Alors, je vais peut-être laisser Laurent continuer sur cette question du rapport au site. Ce que j'aime bien dans le récit de Fanny, c'est je me retrouve pareil aussi dans une forme d'empirisme, c'est-à-dire c'est pas un lieu qui est choisi parce qu'il serait beau, ou il serait nommé comme important, comme patrimonial, etc. Je vais arriver au Sapé, on va arriver au Sapé par la quête d'abord de cet fameux alpage, donc le massif de la Chartreuse, pourquoi pas, etc. Donc on va y arriver. Et puis aussi la question que j'aime bien aussi comment Fanny le traite, c'est, où je me retrouve vraiment là-dedans, c'est on est des artistes, donc là on est en résidence, ce qu'on appelle, mais c'est-à-dire qu'on ne connaît pas forcément le territoire. Et donc on veut et on sait qu'on va fabriquer des objets par le territoire. Et donc, il y a toujours une question de les personnes ressources. Quelles sont les personnes ressources? Quelqu'un qui va déclencher une ressource, qui va nous stimuler un imaginaire et qui va nous faire fabriquer un type de projet. Et donc, pour moi, c'est pareil. Le Sapé est arrivé par ce biais-là, je dirais empiriquement. Et puis, voilà, moi je suis chorégraphe, ça fait 20 ans que je n'ai pas fait de pièce en théâtre. Et donc toute la question d'un rapport au public, comment dire, ou d'une adresse au public, et d'inventer des formats spécifiques d'adresse au public me stimule. Et donc c'est peut-être aussi in fine pour ça que va s'inventer cet audioguide, mais qui n'était pas visé d'entrée. C'est une réponse encore une fois à un site et à un contexte temporel. Au début on devait faire une pièce, ça devait être le lieu d'un départ, d'une grande randonnée où les performeurs partiraient marcher en Suisse, on voulait faire un événement de départ. Après, on voulait faire un workshop, on voulait offrir à des habitants de ville l'opportunité de venir travailler avec des artistes dans l'alpage. Enfin, il y a plein de choses voilà, qui
qui vont se tisser, qui vont s'éliminer, qui vont se stimuler et s'exciter, avant de trouver cette idée-là de répondre au contexte imaginaire du en jumelle, du projet sur le jumelage. Donc comment génériquement être ici et maintenant tout en invoquant et évoquant un ailleurs et maintenant. Cette idée vraiment du hors-champ qui me stimule beaucoup moi, dans mon propre travail sur le projet en jumelle. Et donc la randonnée aussi, ça va être des questions, j'ai envie de dire, purement chorégraphiques. Comment révéler à un corps qui marche qu'il est stimulé aussi par des instances chorégraphiques, j'ai envie de dire, à la fois dramaturgiques, c'est quoi gérer sa fatigue, c'est quoi gérer une durée, c'est quoi son imaginaire, et donc le projet de la marche va devenir essentiel, et pour accompagner, j'ai envie de dire, cette marche chorégraphiquement, le son va arriver aussi comme un stimuli, comme des stimuli qu'on avait envie d'infiltrer dans ce corps marcheur qui est la base même du projet. Et alors, sur cette question du travail avec le son, peut-être que vous pouvez nous dire les antériorités vous n'étiez pas particulièrement prédisposé à travailler avec des dispositifs d'écoute individuels, mais justement, à partir du moment où on va travailler cette question du son, ça présuppose pour un chorégraphe, une metteuse en scène chorégraphe, ça présuppose des collaborations avec d'autres, un travail collaboratif singulier. Donc, il y a deux questions que je vous pose en même temps. Il y a à la fois celle de l'antériorité dans le rapport au travail sonore, à la réalisation sonore, et ensuite la question des collaborations que ça appelle pour pouvoir aller au bout du projet. Alors moi j'ai réalisé, d'ailleurs c'est important de le nommer, avec Manuel Coursin, donc, qui a fait le son de tous mes projets en général. Voilà. Donc je ne l'ai pas envisagé différemment de d'habitude, enfin bizarrement. Mais ce qui était un peu différent pour moi, c'est que par exemple la bibliothèque, c'est l'immense dont je parlais tout à l'heure, c'est un projet que je fais depuis 10 ans maintenant, enfin, même un peu plus, et que je réalisais un peu partout, et je tiens au fait qu'il n'y ait pas de traces des récits que les gens me donnent. Et là, par exemple, et je crois que j'ai choisi le théâtre ou la danse parce que je ne voulais pas laisser de traces. Donc quand l'audio-guide arrive, c'est un peu plus compliqué parce que forcément on en laisse une. Voilà. Donc, il fallait que je me calme avec ça. En tous les cas, je me dise que c'était possible. Et le fait que ça soit que de la voix et pas de l'image, par exemple, était très important pour moi. Enfin, il y avait quelque chose comme ça. En tous les cas, j'ai l'impression que c'était... Et puis après, que les gens ne soient pas nommés précisément. Et qu'ils soient d'accord aussi pour raconter ce qu'ils me racontent. Enfin, je veux dire, j'ai pas du tout forcé la main. Donc ça, par exemple, c'était plutôt sur la façon de fabriquer les récits. C'est-à-dire plutôt que d'aller voir un par un, par exemple, j'ai organisé plutôt des réunions de village un peu en fait, hein, parce que c'était vraiment dans la bibliothèque de Lens-le-Bourg, où on amenait des gâteaux à boire, etc. Et on parlait comme ça à bâton rompu du Mont-Cenis, de ce qu'ils avaient vécu là-bas. Et donc on enregistrait ces discussions et nous après on a reconstruit à partir de ces enregistrements collectifs. Tu me fais penser que vous n'avez pas répondu à une des questions que je vous avais posées, qui est celle du temps que vous avez pu passer ces rencontres, sur quelle temporalité? C'est long parce qu'en fait, il faut quand même rencontrer les gens. En tout cas, pour moi, alors comme j'avais fait la bibliothèque déjà, je me connaissais un peu, parce qu'ils avaient déjà assisté à ça. Parfois participé ou assisté à ça. Mais ceci dit, c'est un vrai temps. C'est-à-dire que c'est un vrai temps où je racontais le projet, ce que le Mont-Cenis m'avait fait, où eux me racontaient ce qui avait été pour eux. Donc il faudrait précisément, je sais pas, mais enfin c'est plusieurs semaines de chasse, ouais, quand même. Qui d'ailleurs, à la fin, c'était drôle parce que j'ai des amis qui sont venus. En fait, je connais tout le monde maintenant. Je vais à l'apéro dans toutes les maisons parce que j'ai passé beaucoup de temps chez les gens aussi. Mais, et puis il y a des gens qui m'ont raconté des petits secrets et tout ça aussi, parce que tout d'un coup, voilà, on se connaissait mieux. Donc non, c'est du temps, ouais, c'est du temps, mais juste de rencontre en fait. Et voilà, il n'y a pas du tout de... C'est comme quand on rencontre des gens, il faut du temps pour se raconter des trucs. Mais en tout cas, c'est vrai que l'enregistrement ensemble, et pas séparément, était, à mon avis, au départ, en tout cas, plus simple. Et puis petit à petit, on s'est rencontrés, on a pu faire des enregistrements en tête à tête. Mais on a eu d'abord des longs moments, des grandes réunions comme ça, de discussions collectives en fait, sur le lieu, sur ce qu'ils avaient vécu et tout ça, avant d'être en tête à tête en fait. Et du coup, j'ai l'impression que ça génère même dans l'audio-guide une parole plus vivante en fait. Pardon. Un an. Un an. Un
maintenant plein une résidence par saison. L'idée de revenir aux 4 saisons différentes pour pouvoir sentir le lieu dans une vie cyclique, quoi. Puisque l'idée, on savait très vite que le projet n'allait pas dépendre d'un temps événementiel de type une programmation, et que ça serait un projet ouvert, après pérenne, et donc du coup on voulait connaître le lieu dans sa vie sur une année. Donc 4 grandes résidences, une par saison à peu près, parce que là aussi les confinements ont bougé les lignes, entrecoupées de temps de travail avec les étudiants du lycée Arbouge pour le bandana, qui a aussi participé autant, j'ai envie de dire, de la fabrique, à savoir, c'est pas parce qu'on n'était pas sur place. Montrer le bandana. C'est pas parce qu'on n'était pas sur place qu'on ne travaillait pas le projet. Tu me mets à l'envers. Ah non, excuse-moi. Et donc, c'était aussi tout le travail de l'élaboration de la cartographie, des pictogrammes, du support physique. Et en ce sens-là, Nicolas a beaucoup fait, parce que moi, j'avais aucune antériorité de pratique là-dessus. La seule antériorité que j'avais sur le son, j'ai envie de dire, était que dans mes jeunes années de chorégraphe, dès que j'ai commencé à faire des projets hors théâtre, je me suis assez vite orienté vers des questions ce que j'appelais le faire voir par la danse, à savoir j'ai fait des visites guidées par la danse dans des musées. Et donc la question du guidage par la danse était quelque chose que j'avais déjà pratiqué. Le son, bizarrement, je suis quelqu'un où mes pièces sont toujours en silence. À savoir que pour moi, un des horizons comme ça très important dans mon rapport à faire des pièces, c'est surtout de ne pas reproduire un théâtre dans un espace non théâtral. Donc de ne pas faire un théâtre dans la rue, de ne pas faire un théâtre dans un espace naturel, etc. Et donc du coup, pas de technique. Pas de lumière, on travaillait en plein jour, pas de son, parce que c'est lourd, il faut tirer des câbles, etc. Donc, cette question d'écouter l'environnement est née de la pratique, j'ai envie de dire. C'est pas quelque chose, je ne suis pas quelqu'un qui sait reconnaître les oiseaux, etc. Je n'ai pas des écoutes comme ça. Mais du coup, mon travail m'a amené quand même à considérer les dimensions sensibles d'un lieu et toutes les impulses, qu'elles soient sonores, visuelles, etc. Donc, une envie de bien écouter, une envie d'être attentif, mais pas forcément de fabriquer du son. Donc là, et c'est pour ça que j'étais assez... Sinon, on se positionne face au V. J'étais sensible à ce que commençait de dire Gretchen ce matin sur la question aussi de l'oralité en danse, et comment en effet on est porté, enfin on dit beaucoup que l'histoire de la danse c'est une histoire orale, de transmission de pédagogue à jeunes danseurs, à apprentis, etc. Et c'est vrai que cette question du faire danser par la parole est quelque chose qui est constitutif de la danse, en tout cas de la danse contemporaine que je pratique. Et du coup aussi, depuis pas mal d'années, je suis vraiment sur des recherches un peu poussées sur la question de quelle serait la spécificité d'un langage parlé des danseurs et des chorégraphes. Par quelle création de langage, par quelle création imaginaire on peut générer des états de corps dans des corps dansants ou non dansants. Et donc je pense que ça, c'est plutôt ça l'antériorité d'inventer à un moment donné un dispositif de type audioguide. C'est en effet la prise de conscience que la parole va venir stimuler, accompagner, soulever, supporter, etc. Puisque j'aime beaucoup que tu dis qu'un dispositif doit être calme. Moi, quand j'ai vu la photo des Walkman des années 80, moi j'ai essayé une fois, ça m'a angoissé à fond. Parce que justement, ça me déconnectait d'une réalité avec laquelle justement j'avais besoin de batailler. L'intériorité, j'avais l'impression de fantasmer ma vie quand j'étais ado et pas du tout de vivre dans le réel. Et le Walkman, le dispositif était horrible. Et écouter de la musique dans la rue, pour moi, c'est un peu ça, même encore mieux. Donc c'est pour ça que ce n'est pas un dispositif très naturel, et je le prends vraiment comme une couche, quoi. Comme on peut écouter des oiseaux, on peut aussi écouter une plage sonore à un moment donné, mais ça viendra cohabiter, quoi. C'est pas un dispositif où on va s'enfermer, on va créer la bulle par le son. Mais c'est pour ça que je le défends moi, parce qu'au contraire, j'avais envie d'une introspection. Exactement. Et que ce dispositif permet l'introspection. Ouais. Enfin, en tous les cas, j'ai la sensation. Oui. Mais comme la marche aussi le permet, c'est-à-dire quand on marche, on pense. Enfin, c'est énorme, toute l'histoire de la philo nous le dit, quoi. Les philosophes marcheurs, etc. Et c'était aussi ça, cette expérience d'une randonnée où on sait très bien qu'au bout d'un moment, par la fatigue et puis par
par un cheminement intérieur, je ne sais pas, par des associations libres, etc. On voyage dans nos têtes en même temps qu'on voyage dans un paysage. Et que ça, voilà, on va dire l'oralité, ou tout du moins le dispositif sonore, pouvait juste offrir cette couche-là, ce prisme-là, cette lentille-là, je ne sais pas comment dire. Alors on va reparler des effets que ça provoque. Si vous voulez bien, on va écouter... J'avais 14 ans quand j'ai commencé. Oui, j'ai passé mon certificat, le soir je suis déjà montée et après j'ai travaillé. Enfin, on a fait des moments de détente, hein. C'était pas... On a commencé, moi j'ai commencé à faire à 10 ans par là. Oh, moi je pense que quand j'étais à l'école primaire, je rentrais déjà pas à la rentrée parce qu'il fallait qu'on reste le mentionné. Donc. L'institutrice, c'est loin, elle était toute seule, elle prenait le soleil dans le monde. J'y suis allé à l'autre moment, je suis. C'était à 4 ans, moi je suis montée à 6 mois. À 7 jours. Elle est sortie de la maternité, elle était au monde fille. J'ai appris à traire les vaches à 11 ans, puis on allait garder les vaches toute la journée. Enfin, on y rentrait à midi jusqu'à 2h30. Oui, par tous les temps. Par la pluie, par le brouillard. Eh bien, le matin, on se levait, c'était la traite. Bon, moi, je faisais le beurre avant. Et puis après, la traite. Et puis après, les pâturages, on suivait les bêtes. On n'avait pas les parcs comme aujourd'hui. À midi, on rentrait les bêtes à l'étable. On déjeunait, enfin. Et à 2h, 2-3h, on les ressortait. Vous voyez, c'était vraiment... on était là-haut pour les bêtes. On les ramenait au pâturage. Le soir, on les rentrait à 6h, 18h. Et puis, à nouveau, la traite. Et là, jusqu'au lendemain, tranquille. Alors, les soirées, bon, ben, on avait quand même la radio, on avait des livres, des lectures. J'avais 14 ans quand j'ai compris. Est-ce que tu veux commenter ce qu'on vient d'entendre et puis nous dire dans quelle mesure c'est représentatif Alors, en fait, le guide, il a des pistes différentes avec un espèce de... Enfin, on peut choisir ce qu'on veut écouter. C'est-à-dire qu'on a... Les différentes personnes qu'on a interrogées nous ont raconté plein d'histoires. Et puis, sous des termes génériques, on a regroupé ces histoires. Donc là, ça fait partie de la vie dans les alpages. Mais comme c'est un lieu de frontière, il y a aussi toute une séquence sur la frontière. C'est un lieu aussi où, pendant la guerre, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a tout un bloc sur la guerre. Enfin, sur la contrebande aussi. Alors, un long pan sur la contrebande, parce que c'est évidemment un lieu de frontière. Donc, on m'a raconté beaucoup d'histoires de bandits et de contrebande. Ça, c'est rigolo, ouais. Mais, donc voilà, c'est vraiment sous des thèmes, en fait. Il y a des grands thèmes, et puis c'est plein de voix qui nous racontent plein d'anecdotes en fonction du thème, en fait. Mais vous pouvez choisir, en fait, c'est vraiment un audio-guide avec des numéros assez simples, en fait, hein, comme dans les musées, quoi. Mais si vous n'avez pas envie d'écouter des histoires sur la guerre, ben, vous n'êtes pas obligé de les écouter. Enfin, c'est vraiment l'audio, on dit quoi? Comment on dit le spectateur d'audio-guide? L'auditeur? L'auditeur? Oui, il n'y a pas mieux? Non. L'auditeur, l'audio guidé, qui choisit en fait et qui fait son propre montage. C'est-à-dire que nous, on donne, enfin, il y a quand même plusieurs numéros. Ça fait avec une proposition quand même, parce que voilà. c'est numéroté. C'est numéroté, mais vous pouvez décider de passer de la 3 à la 9, à la 2, enfin, moi j'ai pas d'avoir. Et pareil, rien n'est nommé de votre déplacement. Il se trouve que les audio-guides se situent à la maison franco-italienne qui se situe vraiment au Mont-Cenis, donc il y a 2 bars, la maison franco-italienne et une église. Donc on peut les récupérer là, et après le lac il est tellement vaste et face à vous que vous pouvez vous installer, vous poser ou marcher le long du lac, mais en tout cas, moi je donne aucune indication là-dessus, c'est vraiment l'audio-guideur, c'est vraiment pas moi, l'audio-guidé pardon, qui décide de son parcours en fait. Pour le coup il n'y a aucun, comme j'avais envie vraiment qu'on puisse lire le paysage à travers ces anecdotes, se dire qu'un paysage est forcément traversé par des vies, des histoires, etc. Et que c'était plutôt une contemplation que je décidais d'opérer. Du coup, il me semblait que le guide avait cette vertu-là, de permettre cette contemplation-là, et de se laisser traverser en fait par des espèces de récits qui nous racontent, à mon avis, autrement, ou en tout cas possiblement autrement, le paysage.
Donc c'était vraiment ça. Est-ce que je peux d'abord présenter ce que vous allez écouter? Bien sûr. Ouais. Donc la randonnée, le sapin à la jumelle, vous avez une carte et vous avez une application que vous téléchargez gratuitement. Et à certains endroits de la carte, il y a des points d'écoute et vous déclenchez des sons. Ils sont faits sur un in situ très, très spécifique. Donc là, je vais vous faire écouter juste un point qui s'appelle le V, qui est vous voyez, le V du paysage. Voilà. Donc à un moment donné, on découvre ce paysage et on déclenche un son. Parce qu'il fallait faire 2 minutes et que le morceau dure 4 minutes, j'ai fait un montage face au V. Ça glisse. Elle sourit incontrôlable. Ouais. Et du coup, j'ai mis le début du son et la fin du son. Mais on n'entend pas très bien le moment où j'ai fait la coupure, quoi. Donc quand je lève le bras, ça veut dire qu'on passe à la fin du son. Effectivement, il fallait que tu nous donnes un peu de contexte avant de... Voilà. L'horizon qu'on découvre devant nous, on est orienté exactement 209 degrés sud-ouest. Et dans cet axe qui commence à nos pieds et qui se prolonge au-delà de l'horizon du V, on pourrait tirer une ligne droite qui nous ferait nous jumeler ici et maintenant avec une série d'autres lieux plus lointains. Mais d'abord à nos pieds, au creux de la vallée, on voit des maisons du Sapé en Chartreuse à environ 1 km. À 10 km, au-delà du V, on est dans la plaine de Grenoble, et plus précisément au niveau du pont du Drac, qui sépare les communes de Grenoble et Fontaine. À 30 km, on remonte vers le massif du Vercors, que l'on voit au loin. Et on peut survoler la station de la Côte de Mille, station de ski de Villard-de-Lans. On quitte le plateau du Vercors à 65 km pour redescendre vers la Drôme à l'ouest de Die. Et puis cette longue ligne, qui est maintenant derrière nous, traverse le froid sibérien, accompagne le vent d'Est de Pologne et redescend par l'Allemagne, puis les autres sommets suisses. Et c'est là que, juste entre nos deux omoplates, cette ligne qui partait face à nous réentre en Chartreuse, entre Chambéry et Montmélian, avant de glisser lentement le long de notre colonne vertébrale jusqu'à nos pieds, maintenant et ici, jumelés. Est-ce que tu avais déjà contextualisé avant, est-ce que tu veux nous parler un petit peu des autres? Alors si, peut-être, on a besoin d'ouvrir, parce que là c'est un exemple, mais c'est vrai que la matière est très composite. On a des sons qui sont prélevés in situ, on entend des voix aussi, quelquefois, des témoignages, des témoins qu'on a pu croiser. Mais il y a aussi des extraits de films, enfin voilà, il y a cette matière très protéiforme qui a été convoquée. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix? Dans les projets que je mène in situ, j'aime dire que j'aime stimuler des états d'être spectateurs. C'est-à-dire que justement pour éviter un code théâtral trop dominant qui serait la frontalité par exemple, j'essaie de toujours prédisposer les spectateurs des fois à être dans un dispositif frontal. Et puis 5 minutes... Et 5 minutes plus tard, ils seront dans un dispositif immersif, on va dire, ou participatif. On peut partager un repas, etc. Et donc, ce panel d'approches qui correspond pour moi à la vitesse des idées en fait, qu'on a, et à la vitesse des imaginaires, on traverse des états très différents en très peu de temps, je voulais avoir un panel de sons. Donc, c'est passé en effet par des sons documentaires, capter du son local, à toutes les saisons par exemple, passer par un peu comme tu as pu faire, des rencontres plus des personnes ressources que j'appellerais, comme ça, qui connaissent le lieu mieux que nous on le connaît, des invitations à des artistes de venir choisir un endroit le long de cette randonnée où ça leur fait penser à un autre pays. Je pense à Catherine Contour par exemple, qui fait une visite d'un marais à la fin de la randonnée qui lui faisait penser au Japon. Donc elle nous fait la visite comme si on était au Japon. Donc des voix enregistrées, des textes qu'on a écrits et puis qu'on a enregistrés avec des personnes invitées, des impros qu'on a pu faire,
sur des thématiques, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un panel, il y a des effets radio, j'ai envie de dire aussi, comment dès qu'on a, c'est comme un podcast qu'on écouterait, mais quelques minutes, quoi. Donc il y a tout ce panel-là qui est pour moi, encore une fois, juste des petites touches qui viennent rencontrer le fil conducteur que les marcheuses ont sur la randonnée qui dure quand même plus de 3 heures. Et donc cette dramaturgie, on va dire, chorégraphique rencontre la dramaturgie spatiale, et c'est aussi une dramaturgie du son qui se serait choisie en regard de comment notre fatigue nous fait voir l'environnement aussi. Ça, on a beaucoup été travaillé sur place avec les étudiants, et puis à un moment donné, on a fait un exercice de dire, bon alors là, ça te fait penser à quoi, là, ça te fait penser à quoi. On a découpé le trajet comme ça, en parties du corps, quelles sont les parties du corps les plus toniques. Donc à un moment donné, c'était les poumons, parce que c'était une montée comme ça qui dure 5 minutes, qui est celle dont a témoigné Gretchen tout à l'heure. Des fois, c'était les cuisses. Et puis, il y a des moments où ça devenait, c'est plus forestier, donc du coup, il y en a un qui disait, oh, ça fait peur. Et donc voilà, ces mots-là, ces vocables-là, ces commentaires-là de la dramaturgie spatiale de la randonnée elle-même, fait qu'on a choisi des thématiques. Et ça nous a conduit, on va dire, les sons et la diversité des sons aussi, parce qu'il y a tout un timing à inventer, d'une certaine manière, pour pas que ça assigne les gens dans notre temporalité. C'est leur temporalité, ils s'arrêtent quand ils veulent. Ils dorment quand ils veulent, ils coupent la randonnée s'ils se perdent, etc. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais nous, ce qu'on peut accompagner, c'est justement, voilà, quand on est face à la beauté d'un paysage comme ça, bon, ben là, on va inventer ce lointain et ce tour de la Terre, des lieux qu'on a été regardés sur un globe, quoi, en scandant comme ça les kilométrages, qu'à 1000 km il y a ça, à 10 000 km il y a ça, etc. On entend bien que dans les deux cas, c'est important pour vous de ne pas assigner, de permettre le cheminement individuel de l'auditeur, du marcheur, mais que vous avez l'un comme l'autre sollicité en fait une communauté d'expérience qui est venue contribuer et nourrir les outils que vous partagez ensuite avec les participants. Il est temps d'ouvrir les questions à la salle. Si vous avez des questions pour Fanny et Laurent. Il y a un micro qui circule comme on est. Il arrive très vite. Merci. Allez, ça. Merci beaucoup pour votre présentation et ça me donne envie d'en savoir plus, notamment sur cette dimension chorégraphique dont tu viens de parler. Je serais curieuse de savoir justement où est-ce que tu la places, si tu as déjà commencé à l'évoquer. Peut-être Fanny, ça a du sens aussi pour toi cette question-là. C'était dans les questions. Elle se situe au point de vue de la composition générale, comme je disais, c'est-à-dire qu'il y a une dramaturgie sonore qui s'appuie sur la dramaturgie spatiale de la randonnée elle-même, et puis il y a le corps du randonneur et de la randonneuse, et comment la marche, comme je disais tout à l'heure, c'est à la fois un effort physique, mais c'est aussi la libération, la liberté d'un imaginaire. Et donc, voilà, dans le champ des études en danse, on essaie de ne pas parler de corps en général, on essaie de parler de corporéité, parce que justement le corps, c'est pas qu'un objet, c'est aussi un mélange de sensations, d'émotions, d'imaginaire, et que toutes ces dimensions-là, le son peut vraiment les stimuler, quoi. Donc il y a des moments, je dirais, où on s'appuiera sur la donnée de la fatigue, comme je disais. Il y a une grande descente quand on disait que voilà, un des découpages avait été fait de dire là, c'est les cuisses qui travaillent. Et donc on a fait des enregistrements liés aux efforts physiques de pratiquants ou de marche, de course à pied ou de skieurs, etc. Et donc là, on est dans ce moment-là, il est construit comme un podcast, comme si on écoutait la radio avec des témoignages. À un moment donné, sur l'effort, cette grande montée qui rythme, voilà, je voulais juste être dans l'effort. Donc il y a l'effort physique, mais il y a aussi la respiration. Et donc on a fait juste un enregistrement d'un de nous marchant, faisant le même effort que le randonneur est en train de faire. Et juste de superposer ça, c'est très étrange. C'est une forme d'ubiquité, etc. Et puis ça va se terminer par un récit de Danaé, qui va parler en grec à ce moment-là, parce qu'on est toujours sur le jumelage. Et d'un seul coup, on se rend compte que
alors qu'on leur fait croire qu'on marche ici, ben, c'est une marche qui a lieu en Grèce et où elles découvrent d'un seul coup la mer devant elles, alors que nous on découvre une forêt de sapins. Donc enfin, il y a tous ces enjeux-là qui mixeront, mais c'est le corps et le lieu de l'expérience, on va dire. La corporéité est le lieu de l'expérience, et donc les sons qu'on va choisir vont venir soit partir de ça, soit venir les stimuler. Enfin, il y a plusieurs manières de s'interroger. Mais d'une certaine manière, je pense que beaucoup de projets que je fais sont liés avec ce que j'appelle les a priori. En fait. On a tous des a priori sur c'est quoi une randonnée, sur c'est quoi un paysage, etc. Et donc du coup, des fois de soulever ça, ou juste de nommer ou de faire nommer la conscience que l'on a des choses, c'est déjà énorme. En fait. Et la danse nous demande de le faire beaucoup, ça. Et donc du coup, de dire, d'écouter quelqu'un qui marche alors qu'on est en train de marcher, c'est couillon, hein, c'est très plat, et en même temps ça décuple d'un seul coup la perception, la prise de conscience, ah ben ouais, je suis en train d'être fatigué. Et donc c'est juste ça aussi le corps marchant, marcheur, le corps en mouvement qui traverse, etc. Et donc c'est là où on va se mettre au travail. Et alors pour moi, je ne l'ai pas du tout envisagé à cette échelle-là. J'ai envisagé le corps, mais vraiment, enfin, en tout cas, j'ai beaucoup travaillé sur la perception et la sensation que je pouvais avoir. Et alors pour le coup, j'étais vraiment dans un travail au casque très très précis avec Manuel. C'est-à-dire que c'est important vraiment qu'il y ait une espèce de confort, presque un réconfort de ces voix dans mon oreille. Alors j'étais la première spectatrice de ça, ou en tout cas auditrice. Mais parce que parfois, comme on a vraiment enregistré les sons avec plein de gens, etc., dans le découpage, on a été très précis pour essayer d'avoir des voix lisibles, le plus lisibles possible. Mais voilà, je voulais qu'il y ait le moins de décalage possible entre la bouche et l'oreille, quoi. C'était quelque chose comme ça. Et puis ce qui est drôle quand même, peut-être, c'est que vous dire que depuis cet audio-guide, même si j'ai dit peut-être j'en ferai plus jamais, mais entre-temps, j'ai fait une pièce pour la scène qui s'appelle Le Cœur, avec 10 jeunes acteurs. Et j'ai fait une version, par exemple, radiophonique de cette pièce et une version journalistique. Donc en fait, la pièce, elle joue dans les théâtres, mais ceci dit, on a fait une radio de cette pièce, on a fait un journal de cette pièce. Donc sous 3 formats différents, c'est la même pièce, mais en fonction du format, on s'est posé la question de... Donc par exemple, cette question du sonore me suit, en tout cas continue à m'animer, puisque j'ai eu le désir d'en faire une version radiophonique de ma dernière pièce. Donc c'est quand même quelque chose qui m'a plu, de justement d'être juste dans ce petit rapport-là entre la bouche et l'oreille. Je sais pas si ça oui, un truc comme ça, un peu plus resserré quoi, sur soi. Il y a une autre question? Moi j'en ai une. Pour Fanny, cette notion de ne pas vouloir laisser des traces. Ouais. Et ça me fait penser aussi à ce projet de Graham Miller, parce que lui aussi il ne voulait pas laisser des traces, et qui c'est time spécifique, parce qu'en fait c'est des émetteurs radio. Donc c'est pas dans la c'est juste le moment qui était dans cette position qu'on peut entendre ce qui se passe. Il faut vraiment... Et cette question de time spécifique, je trouve intéressant comment tu penses ça. Ça veut dire que... Ouais, c'est compliqué. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai beaucoup tenu. Il n'y avait pas de film de mes spectacles, il n'y en a pas sur Internet, enfin, jusqu'au moment où je peux plus tenir, mais en tout cas, je fais très attention à ça. Après, là-dessus, je sais pas, j'ai trouvé ça tellement beau de garder une trace de cette mémoire-là, de ces gens-là aussi. Je sais pas comment dire, il y avait un truc de... Je me dis, si on les retient pas, ces mots-là, on les aura plus, parce que voilà. Donc, je sais pas comment dire, j'ai pas l'impression de m'être dédit, même si le fait, parce qu'il y a quand même une trace. Ceci dit, il faut quand même aller sur mon SNI, choper le guide, enfin voilà, je sais pas, si on veut faire. T'es pas bien caché, on t'a trouvé. Ouais, c'est vrai. Mais oui, t'as raison, il faut y aller, il faut être sur le lieu, quoi. Tu vas pas partir avec. Après, je l'ai mis sur mon site, par exemple. Tu peux le... Ouais, je sais pas. Non, c'est intéressant cette question de contexte, en fait. Ouais, je sais que c'est un peu, ouais, c'est vrai, tu dis, ouais, tout à fait. Moi, je suis comme Fanny, je refuse de filmer les spectacles ou d'avoir des captations, ou alors, quand il y a un peu d'argent, de faire une vraie collaboration avec des vidéastes, par exemple. Mais j'adore, par exemple, fabriquer de la documentation artistique. Des mouchoirs, des bandanas. Oui, ben voilà, sur des supports différenciés, mais c'est pas quelque chose qui viendra faire trace, mais plutôt qui viendra mettre en valeur le travail interprétatif
d'un spectateur ou de l'auteur de la pièce quelques temps après, sur le vif, etc. Et j'aime beaucoup cette question que, on dit souvent, une œuvre, elle est faite aussi par les regardeurs, quoi, et que du coup, le propre regard sur mon propre travail, avec le temps, évolue, et voilà, je lance des projets là-dessus, je fais des commentaires tous les 5 ans, des fois, sur un projet à moi, et voir comment ça vieillit, voir comment... donc on n'est pas vraiment sur la question de la trace, on est sur la question de maintenir vivant l'interprétation d'un travail qui peut-être n'a eu lieu qu'une seule fois, et c'est l'interprétation vivante qui se maintient et qui respecte l'hétérogénéité des expériences. Voilà, on le sait très bien, 1000 personnes devant un spectacle, il y aura 1000 paroles différentes, et comment elles sont équivalentes, elles ont une valeur, alors que le fantasme un peu de la captation nous fige ou nous fait croire qu'on fixerait la pièce d'un seul coup parce qu'elle serait filmée et que la trace est faite. Ben non, bien sûr que non. Mais ça pose des questions, peut-être on peut revenir plus tard sur l'histoire orale en fait. La place de l'histoire orale, vos projets dans l'histoire orale, qui est un autre dispositif que plusieurs. Est-ce qu'il y a des autres questions? Parce que sinon je pense c'est vrai, il faut qu'on passe à... Une toute dernière, si elle est brûlante, et sinon... Elle est glaçante. Merci beaucoup à tous les deux. Si vous voulez donc nous